Le 13 octobre 1307, avant que le soleil ne se lève sur le royaume de France, des milliers de portes sont défoncées en même temps. Des chevaliers arrachés à leur sommeil, enchaînés, jetés dans des cachots sombres, avant même d'avoir compris ce qui se passait. En une seule nuit, l'ordre militaire le plus redouté, le plus riche et le plus puissant de la chrétienté s'effondre comme une cathédrale soufflée par le vent. Pas par les Sarrasins. Pas par une armée ennemie. Par un seul homme. Un roi qui souriait rarement et ne pardonnait jamais. Imaginez un souverain dont le visage était si parfait, si immobile, si dépourvu d'expression, que ses propres courtisans ne savaient jamais s'ils pensaient à vous couronner ou à vous faire trancher la tête. Les chroniqueurs de l'époque l'appelaient le plus beau roi de France. Mais derrière ce masque de marbre se cachait quelque chose de glacial, quelque chose de calculateur, quelque chose qui attendait son heure avec une patience que très peu d'hommes sont capables de soutenir. Philippe IV de France, dit le Bel, n'était pas un conquérant de champs de bataille. Il était quelque chose de plus dangereux encore, un architecte de destruction silencieuse. En face de lui se dressait un empire invisible. Les Templiers n'étaient pas seulement des moines soldats qui priaient le matin et tuaient l'après-midi. Ils étaient la première banque internationale de l'histoire, les gardiens de forteresses qui couvraient 3 continents. Une puissance qui prêtait de l'argent aux empereurs et aux rois sans jamais leur demander de permission pour exister. Ils portaient le manteau blanc à la croix rouge, comme un symbole d'intouchabilité absolue, parce qu'ils ne répondaient qu'à Dieu et au pape qui parlait en son nom. Aucun roi de la terre ne pouvait les toucher. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ce qui va suivre n'est pas l'histoire d'une simple rivalité de pouvoir. C'est l'histoire d'une destruction méthodique, chirurgicale, menée avec une froideur qui donne encore le frisson 7 siècles plus tard. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé que les règles du monde ne s'appliquaient pas à lui, et qui a eu suffisamment d'intelligence, de cruauté et de patience pour le prouver. Des aveux arrachés dans des caves humides, un pape plié comme une branche morte sous la tempête, et un bûcher allumé sur l'île de la Cité à Paris par une journée de mars 1314, dont les flammes allaient consumer bien plus que 2 vieillards enchaînés. Mais voilà ce que les livres d'école ne vous disent jamais. Philippe le Bel a peut-être gagné la bataille, mais il n'a pas survécu à la guerre. Dans l'année qui a suivi ce bûcher, il était mort. Ses 3 fils, l'un après l'autre, ont disparu sans héritier mâle, effaçant une lignée royale qui avait tenu la France pendant 3 siècles. Coïncidence ou malédiction prononcée par un grand maître au moment où les flammes lui montaient aux pieds, personne ne peut le dire avec certitude. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'est pas celle d'un roi qui a détruit un ordre. C'est celle d'un ordre qui, en mourant, a peut-être emporté une dynastie avec lui. Il y a des hommes dont on se souvient parce qu'ils ont conquis des territoires immenses, parce qu'ils ont mené des armées à travers des déserts et des montagnes, en laissant derrière eux un sillage de gloire et de sang raconté pendant des siècles. Et puis il y a Philippe IV de France, un roi qui n'a presque jamais personnellement commandé une bataille décisive, qui ne figure dans aucune épopée de conquête héroïque, dont le visage est si peu connu aujourd'hui qu'on pourrait le croiser dans la rue sans le reconnaître. Et pourtant, cet homme a fait quelque chose qu'aucun souverain chrétien n'avait osé faire en 2 siècles d'histoire. Il a pris le plus puissant ordre militaire du monde connu et il l'a détruit. Pas avec des épées, avec de la paperasse, de la torture et la patience froide d'un prédateur qui attend que sa proie ferme les yeux. Philippe IV de France est monté sur le trône en 1285, à l'âge de 17 ans à peine. Il était le fils de Philippe III, dit le Hardi, et il avait hérité d'un royaume solide,
mais d'une cour qui attendait encore de voir ce qu'un si jeune souverain était capable d'accomplir. Les chroniqueurs de l'époque sont unanimes sur un point. Cet homme était d'une beauté exceptionnelle, presque surnaturelle, avec des traits réguliers et une prestance qui imposait immédiatement le respect sans qu'il ait besoin d'élever la voix. Mais il y a quelque chose d'étrange dans tous ces témoignages, quelque chose qu'on ne remarque qu'en les lisant très attentivement. Personne ne décrit ce qu'il pensait vraiment. Personne ne rapporte un éclat de rire, une colère explosive, une larme versée. Comme si derrière le masque parfait, il n'y avait soit rien, soit quelque chose que personne ne voulait voir de trop près. Ce n'était pas de la timidité, c'était du calcul pur. Philippe le Bel était le genre d'homme qui écoute bien plus qu'il ne parle, qui observe bien plus qu'il n'agit, qui laisse les autres se révéler entièrement avant de décider quoi faire d'eux. Ses conseillers, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plézian, des juristes redoutables formés au droit romain, étaient le prolongement visible de sa volonté invisible. C'est à travers eux qu'il parlait, qu'il frappait, qu'il construisait patiemment les dossiers qui allaient ruiner ses ennemis, un par un. Mais ne vous y trompez pas, ces hommes ne prenaient aucune initiative propre. Ils exécutaient une vision, une seule, celle qui venait d'un seul cerveau, d'un seul homme, qui avait décidé très tôt dans son règne que le monde allait fonctionner selon ses règles, ou ne pas fonctionner du tout. Ce que Philippe IV voulait, c'était quelque chose que personne n'avait encore réussi à construire complètement en France. Un État centralisé, obéissant, unifié sous une seule couronne, avec une seule loi applicable du nord au sud. Pas le patchwork chaotique de seigneurs féodaux qui faisaient à peu près ce qu'ils voulaient dans leur domaine en échange d'une vague allégeance saisonnière. Un vrai État, presque moderne dans la façon dont il le concevait, avec des fonctionnaires royaux qui remplaçaient les pouvoirs locaux, des tribunaux qui dépendaient du roi et non de l'évêque, des finances sous contrôle direct de la couronne. Pour y arriver, il a taxé le clergé sans demander la permission à Rome, expulsé les Juifs du royaume pour confisquer leurs créances, brisé les banquiers lombards, dévalué la monnaie plusieurs fois au point de mériter le surnom de roi faussaire dans certains cercles. Chaque coup qu'il portait était calculé. Chaque ennemi qu'il désignait servait le même projet central. Que le roi de France soit le maître incontestable de la France. Sur ce chemin vers la domination absolue, les Templiers étaient un obstacle d'une taille et d'une puissance qu'il était impossible d'ignorer ou de contourner indéfiniment. Imaginez une organisation qui possède des terres dans tout votre royaume, qui collecte ses propres revenus sans vous en rendre compte, qui maintient des forces armées qui ne vous obéissent pas, et qui répond uniquement à une autorité étrangère installée à des centaines de lieues de Paris. Aujourd'hui, on appellerait ça un État dans l'État. Au XIVe siècle, on appelait ça l'ordre du Temple, et tout le monde trouvait ça parfaitement normal depuis 200 ans. Sauf Philippe le Bel. Pour lui, l'existence même des Templiers était une offense à ce que devait être la France. Une anomalie. Un verrou à faire sauter. Mais voilà le détail qui rend cette histoire vraiment intéressante. Le détail qu'on oublie souvent dans les récits sur la destruction de l'ordre. Philippe le Bel et les Templiers avaient eu une vraie relation avant que tout ne s'effondre. En 1306, lors d'une émeute populaire violente à Paris, déclenchée par ses propres manipulations monétaires, le roi avait été contraint de fuir le palais de la Cité en catastrophe. Les Templiers l'avaient accueilli dans leur forteresse du Temple, au cœur de la capitale, et l'avaient protégé derrière leurs murs épais, le temps que la colère retombe dans les rues. Il avait mangé leur pain, dormi sous leur toit, été gardé vivant par leurs épées. Et quelques mois plus tard, il avait commencé à construire en secret le dossier qui allait les anéantir. Ce retournement, cette capacité à accepter l'hospitalité d'un homme tout en préparant sa ruine dans l'ombre, dit tout ce qu'il y a à savoir sur le caractère de Philippe IV. Pour bien mesurer ce que représentait ce coup de force, il faut se rappeler dans quel monde cela se passe. La France du début du XIVe siècle n'est pas un État-nation dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui.
C'est un territoire encore traversé de loyautés multiples, où l'Église possède des terres immenses, élève ses propres impôts sur la population, où les grands seigneurs entretiennent des armées privées et rendent la justice dans leur domaine comme de petits rois, où le pape peut théoriquement excommunier un souverain et légitimer une rébellion contre lui. Dans ce monde-là, les Templiers étaient protégés par une bulle d'intouchabilité que 2 siècles de service en Terre Sainte leur avaient forgée. Personne ne touchait aux Templiers. C'était une règle non écrite, mais aussi solide que du granit. Philippe le Bel a décidé qu'il allait briser ce granit et qu'il allait le faire de telle façon que personne ne puisse jamais le recoller. Ce qui rend Philippe le Bel fascinant au-delà de la simple brutalité politique, c'est qu'il n'agissait pas comme un tyran d'opéra qui ricane en frappant ses ennemis. Il y avait chez lui quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Une conviction sincère, ou du moins parfaitement entretenue, que ce qu'il faisait était non seulement nécessaire, mais juste. Quand il accusait les Templiers d'hérésie, de sodomie, de cracher sur la croix lors de leurs cérémonies secrètes, il y avait peut-être une part de lui qui y croyait vraiment, ou qui avait décidé d'y croire parce que c'était plus confortable que d'admettre que ces accusations étaient une fabrication instrumentalisée au service de la couronne. La frontière entre la conviction sincère et la rationalisation commode est une ligne que cet homme franchissait constamment, sans jamais sembler le remarquer. Ce n'est pas la folie qui le rendait dangereux, c'était la certitude absolue. Et maintenant, la vraie question, celle que les historiens débattent encore aujourd'hui, 7 siècles après les faits, sans avoir réussi à se mettre complètement d'accord. Est-ce que Philippe le Bel a détruit les Templiers parce qu'ils représentaient une menace réelle pour son pouvoir, parce qu'il voulait mettre la main sur leurs richesses considérables pour renflouer un trésor royal saigné à blanc par des guerres coûteuses, parce qu'il croyait vraiment aux accusations d'hérésie qu'il avait lui-même contribué à formuler, ou parce que, pour un homme qui avait construit sa vie entière autour du contrôle absolu de chaque rouage de son royaume, l'existence d'une organisation qui lui échappait totalement était simplement une chose qu'il ne pouvait pas tolérer de regarder en face chaque matin. Il y a de la vérité dans chacune de ces réponses. Mais pour comprendre laquelle pèse le plus lourd, il faut d'abord comprendre ce que les Templiers étaient vraiment. Pas la légende, la réalité. Parce que ce que vous vous apprêtez à découvrir sur l'ordre du Temple va probablement remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur eux. Ils n'étaient pas les chevaliers lumineux des romans de chevalerie, ni les gardiens mystiques du Graal des films d'aventure. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus prosaïque et de beaucoup plus puissant à la fois. Les premiers banquiers internationaux de l'histoire occidentale. Une machine de guerre redoutable. Un réseau politique tentaculaire qui s'étendait de Londres à Jérusalem. Ils avaient construit un empire dans l'ombre de la croisade, et ils l'avaient fait si bien que la plupart des gens, y compris ceux qui dépendaient d'eux financièrement, avaient fini par oublier à quel point ils étaient devenus indispensables. Philippe le Bel, lui, n'avait pas oublié. Il avait compté chaque denier qu'il leur devait, et il avait décidé qu'il existait une façon de ne jamais rembourser. Oubliez les chevaliers en armure brillante qui chargent vers Jérusalem sous une bannière frappée d'une croix rouge. Oubliez les gardiens mystiques du Graal, les détenteurs de secrets anciens, les figures romantiques des films d'aventure et des romans ésotériques. Cette image-là, cette légende dorée, c'est exactement ce que les Templiers auraient voulu que vous reteniez, parce qu'elle est à la fois flatteuse et suffisamment floue pour masquer la réalité. La réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus prosaïque, de beaucoup moins cinématographique et infiniment plus dangereux. Les Templiers étaient la première multinationale de l'histoire occidentale. Une banque, une armée, un réseau diplomatique et un État souverain sans territoire fixe, tout à la fois, depuis près de 2 siècles avant que Philippe le Bel décide d'en finir. L'ordre du Temple naît officiellement en 1119, dans les ruines encore fumantes des guerres de croisade. Hugues de Payen, un chevalier champenois, convainc le roi de Jérusalem de lui confier une mission simple sur le papier. Protéger les pèlerins chrétiens qui voyagent vers les lieux saints en traversant des routes infestées de bandits et de soldats ennemis. Le roi accepte,
lui octroie des locaux dans ce qu'on croit être l'ancien emplacement du temple de Salomon, et voilà, l'ordre est fondé. 9 hommes au départ. 9 chevaliers qui font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, comme des moines, mais qui portent une épée et savent s'en servir, comme des guerriers. Ce paradoxe, le moine-soldat, est exactement ce qui va faire leur fortune, au sens le plus littéral du terme. Parce que dans l'Europe chrétienne du XIIe siècle, l'idée d'un homme qui combat pour Dieu avec la discipline d'un religieux et l'efficacité d'un professionnel de la guerre, c'est quelque chose qui déclenche une générosité extraordinaire. Les donations affluent de partout. Des terres en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Des châteaux, des villages entiers, des droits seigneuriaux, des revenus d'exploitation agricole. En moins d'un siècle, l'ordre passe de 9 hommes sans ressources à une organisation qui possède des milliers de propriétés réparties sur tout le continent européen et une partie du Proche-Orient. Mais ce qui va vraiment changer la des Templiers, ce n'est pas l'accumulation de terres. C'est ce qu'ils inventent pour gérer cet empire disséminé aux 4 coins du monde connu. Voici ce qu'ils comprennent très vite, avec une intelligence institutionnelle qui force l'admiration même aujourd'hui. Un pèlerin qui part de Paris pour aller à Jérusalem ne peut pas transporter de l'or avec lui pendant des mois de voyage à travers des territoires dangereux. Il se ferait attaquer, dévaliser et tuer en route. Alors les Templiers inventent quelque chose qui ressemble trait pour trait à ce qu'on appelle aujourd'hui une lettre de crédit. Vous déposez votre or dans une commanderie templière en France, vous recevez un document codé qui certifie le montant, et vous pouvez récupérer l'équivalent en argent à l'arrivée dans n'importe quelle maison templière du monde. C'est la naissance du chèque bancaire, inventé non pas par des banquiers florentins ou vénitiens comme on le croit souvent, mais par des moines soldats qui avaient compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'or qu'on tient dans sa main, mais dans le papier qui représente l'or qu'on tient ailleurs. Ce système bancaire primitif mais redoutablement efficace attire rapidement une clientèle qui dépasse très largement les simples pèlerins. Les marchands utilisent les services des Templiers pour sécuriser leurs transactions commerciales à travers l'Europe. Les nobles qui partent en croisade leur confient la gestion de leur domaine pendant leur absence. Et surtout, les rois. Les rois d'Angleterre, de France, d'Aragon, de Castille, ils déposent tous leurs trésors chez les Templiers, empruntent à des taux que l'ordre fixe lui-même, et paient des intérêts déguisés en frais de service pour contourner l'interdiction canonique de l'usure. En 1259, le roi de France Louis IX, Saint Louis, utilise les Templiers comme trésoriers officiels de la couronne française. Ce n'est plus une organisation religieuse avec des activités financières accessoires. C'est une banque centrale dotée d'une armée. Et quelle armée! À son apogée, l'ordre du Temple aligne plusieurs milliers de chevaliers combattants, les frères chevaliers, recrutés dans la noblesse européenne, formés depuis l'enfance au combat à cheval, équipés du meilleur matériel disponible et nourris par les revenus d'un empire foncier continental. Derrière eux, plusieurs dizaines de milliers de frères sergents, fantassins et artisans qui soutiennent la machine de guerre. Ils tiennent des forteresses impressionnantes en Terre Sainte, dont le Krag des Chevaliers et le Château Pèlerin, des constructions militaires d'une sophistication telle que les ingénieurs militaires du XXe siècle les ont encore étudiées comme des modèles d'architecture défensive. Cette armée ne répond à aucun roi de la terre. Elle répond au grand maître de l'ordre, et au pape, et à personne d'autre. C'est précisément cette immunité totale vis-à-vis des pouvoirs séculiers qui constitue, aux yeux de Philippe le Bel, la provocation fondamentale. Les Templiers traversent son royaume en faisant exactement ce qu'ils veulent, collectent des revenus sur ses terres sans lui en verser un denier de taxes, maintiennent une force armée sur son territoire qui lui échappe complètement, et peuvent en théorie offrir à n'importe quel ennemi du roi une ligne de financement indépendante de la couronne française. Pour un homme qui consacre toute son énergie à centraliser le pouvoir, à faire en sorte que chaque rouage du royaume tourne en fonction de la volonté royale, l'existence des Templiers est comme un caillou dans une mécanique de précision. Ça ne peut pas durer. Mais il y a quelque chose d'autre encore, quelque chose qu'on mentionne moins souvent,
et qui explique peut-être plus profondément la haine de Philippe IV pour l'ordre. En 1399, les Templiers avaient présenté au pape une proposition extraordinaire, presque insolente dans sa démesure. Créer un État templier indépendant en Europe occidentale. Une principauté gérée directement par l'ordre, avec ses propres lois, sa propre monnaie, sa propre administration, son propre souverain qui serait le grand maître. Un pays dans le pays, une entité politique permanente et légitimée par Rome, ancrée au cœur même de l'Europe féodale. Le projet n'avait pas abouti, mais il avait été formulé, discuté sérieusement, et Philippe le Bel en avait certainement eu connaissance. Cet homme qui rêvait d'un État unifié et centralisé avait failli voir naître, sur les terres mêmes qu'il cherchait à contrôler, une enclave perpétuellement soustraite à son autorité. Alors quand on vous demande pourquoi Philippe le Bel a voulu détruire les Templiers, la réponse simple est qu'il avait besoin de leur argent pour renflouer ses caisses vides. C'est vrai. Mais c'est seulement un tiers de la vérité. Il voulait aussi éliminer une puissance militaire et politique qui contestait par sa simple existence le principe de la souveraineté royale absolue qu'il s'efforçait de construire depuis 20 ans. Et il voulait enfin supprimer un symbole. Celui qu'il existait des hommes, sur le sol de France, qui ne lui devaient rien et ne lui obéissaient pas. Pour Philippe le Bel, ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'ordre du monde. Son ordre. Et les Templiers, avec toute leur richesse accumulée, toutes leurs forteresses inexpugnables, toutes leurs immunités canoniques, n'avaient pas compris qu'il y avait un homme à Paris qui avait décidé que cet ordre allait changer. Ils étaient les maîtres du monde depuis 2 siècles. Ils n'avaient pas vu venir la fin. Il y a une image que j'aimerais que vous gardiez en tête pendant tout ce chapitre. Imaginez un homme assis à une table couverte de parchemins, entouré de ses conseillers les plus proches, et qui fait des calculs. Des chiffres qui rentrent, des chiffres qui sortent, et une colonne de droite qui ne cesse de gonfler, comme une plaie infectée qu'on refuse de soigner. Cet homme, c'est Philippe IV de France, et ce qu'il voit sur cette table, c'est l'image de son propre désastre financier, patiemment accumulé au fil d'années de guerres coûteuses, de réformes impossibles à financer, et d'un royaume qui dépense toujours légèrement plus qu'il ne produit. À un moment précis de ce calcul, quelque part dans les premières années du XIVe siècle, Philippe le Bel regarde la colonne des dettes et comprend quelque chose que très peu de rois avant lui ont eu le courage d'admettre. Il est financièrement étranglé. Et l'étau qui l'étrangle porte un manteau blanc à croix rouge. Pour comprendre la profondeur de ce gouffre financier, il faut remonter un peu en arrière et regarder ce que le règne de Philippe IV a réellement coûté. La guerre contre l'Angleterre, pour le contrôle de la Guyenne, déclenchée en 1294, saigne le trésor royal pendant des années sans résultat définitif. La guerre des Flandres, qui commence en 1297, se transforme rapidement en cauchemar militaire et financier, culminant avec la désastre de Courtrai en 1302, où la chevalerie française se fait massacrer par des fantassins flamands armés de gourdins. Chaque campagne militaire coûte une fortune en équipement, en soldes, en ravitaillement, en remplacement. Et Philippe IV ne dispose pas d'une fiscalité suffisamment développée pour absorber ces coûts sans chercher des solutions de plus en plus désespérées. Ces solutions désespérées, il les trouve partout où il peut, et elles révèlent un homme prêt à tout pour maintenir la machine de son État en marche. En 1291, il taxa le clergé français sans demander l'autorisation du pape Boniface VIII, déclenchant un conflit théologique et politique qui allait empoisonner les relations entre Paris et Rome pendant des années. En 1306, il expulse les Juifs du royaume de France, confisque leurs biens, annule les dettes que les Français leur doivent et récupère les créances qu'ils détenaient sur des tiers. Cette opération lui rapporte une somme significative, mais elle ne suffit pas. Toujours au cours de la même période, il fait arrêter et exproprier les banquiers lombards installés en France, une communauté de financiers italiens qui faisait tourner une bonne partie du crédit commercial du royaume. Il manipule la monnaie,
rognant les pièces d'or et d'argent pour en extraire du métal précieux et frapper plus de monnaie avec la même quantité de métal, au point que ses contemporains le surnomment le roi faux monnayeur. Chaque solution porte en elle le germe d'un nouveau problème, et l'endettement structurel de la couronne ne cesse de s'aggraver. Et au centre de cette spirale financière, il y a une réalité que Philippe le Bel ne peut pas ignorer. La couronne de France doit de l'argent aux Templiers. Pas une petite somme symbolique, des montants colossaux, accumulés au fil des décennies par ses prédécesseurs et par lui-même, pour financer exactement le genre de guerre et de projets dispendieux qu'on vient de décrire. Les Templiers sont les banquiers des rois de France depuis plusieurs générations. Et les rois de France ont utilisé ce crédit avec l'insouciance de quelqu'un qui croit que le robinet ne se fermera jamais. Sauf que les robinets se ferment toujours. Et Philippe le Bel se retrouve dans la position la plus inconfortable qui soit pour un souverain absolu. Débiteur d'une organisation qu'il n'a aucun moyen légal de contrôler, de taxer ou de contraindre. Voici ce que ça signifie concrètement, et je veux que vous mesuriez bien l'humiliation que cela représente pour un homme comme Philippe IV. Chaque fois que le Trésor royal a besoin d'argent en urgence, il doit envoyer ses représentants frapper à la porte de la Maison du Temple à Paris, exposer ses besoins et attendre qu'on lui accorde ou refuse le crédit dont il a besoin pour gouverner son propre pays. Un roi de France, le souverain théoriquement le plus puissant du continent, qui fait la queue devant des moines soldats pour emprunter de quoi payer ses armées. Et ces moines soldats qui lui répondent en fixant leurs conditions, leurs taux, leurs délais, avec la sérénité tranquille de gens qui savent pertinemment que vous n'avez pas d'autre choix. C'est une dynamique de pouvoir inversée, et pour Philippe le Bel, c'est intolérable. Mais la dette n'est pas seulement un problème d'ego blessé, c'est un problème stratégique d'une ampleur considérable. Tant que la couronne française dépend du crédit templier, Philippe IV ne peut pas mener la politique étrangère et intérieure qu'il veut mener librement. Il ne peut pas déclencher une guerre sans s'assurer d'abord du financement. Il ne peut pas refuser aux Templiers des privilèges et des immunités au risque de voir le robinet se fermer au pire moment. Et surtout, il ne peut pas construire l'État centralisé et souverain qu'il rêve de bâtir, parce qu'un État qui dépend financièrement d'une organisation extérieure à son contrôle n'est pas vraiment souverain. C'est une marionnette avec de beaux habits royaux. Philippe le Bel a décidé très tôt qu'il ne serait jamais une marionnette, et cette décision est peut-être la clé de tout ce qui va suivre. C'est dans ce contexte de frustration financière accumulée et de dépendance humiliante qu'il faut lire la rencontre de 1306 dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Lorsque Philippe le Bel se réfugie dans la forteresse du Temple pendant l'émeute parisienne, il n'est pas seulement un roi qui cherche un abri. Il est un débiteur qui dort chez son créancier, entouré de la richesse qu'il ne peut pas toucher, protégé par des épées qui ne lui appartiennent pas. Selon certaines sources, il aurait profité de ce séjour forcé pour demander à visiter les trésors de l'ordre, les salles où les Templiers conservaient non seulement leurs propres réserves, mais aussi les dépôts confiés par des nobles et des marchands de toute l'Europe. Ce qu'il a vu ce jour-là, personne ne peut le savoir avec certitude. Mais il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'un homme comme lui a ressenti en contemplant cette richesse accumulée. Cette puissance financière concentrée derrière des murs qui, légalement, lui étaient parfaitement inaccessibles. Il y a un autre élément qui accélère la réflexion de Philippe le Bel à cette période. Un élément qu'on néglige souvent, mais qui est crucial pour comprendre le timing de ce qui va se passer. En 1291, la chute de Saint-Jean d'Acre, dernier bastion chrétien en Terre Sainte, sonne le glas définitif de la présence croisée au Proche-Orient. Pour les Templiers, c'est une catastrophe existentielle qui va bien au-delà de la défaite militaire. Leur raison d'être officielle était de protéger les pèlerins et de combattre pour la Terre Sainte. Sans Terre Sainte chrétienne à défendre, leur légitimité fondamentale s'effondre. Il reste une organisation immensément riche et puissante, mais ils sont désormais une armée sans guerre, une banque déguisée en ordre religieux militaire dont le prétexte religieux originel a disparu. Et Philippe le Bel
ce lecteur attentif des faiblesses des autres a parfaitement mesuré ce que cette perte de légitimité signifie pour sa propre stratégie. La question qui commence à germer dans l'esprit du roi, quelque part entre 1305 et 1306, n'est pas vraiment comment il va rembourser sa dette envers les Templiers. La vraie question est beaucoup plus radicale que ça, et beaucoup plus audacieuse que tout ce qu'aucun roi chrétien avait osé envisager depuis la fondation de l'ordre. Et si la dette disparaissait, parce que le créancier disparaissait? Et si le problème ne se résolvait pas par le remboursement, mais par la suppression pure et simple de celui à qui on doit de l'argent? Ce n'est pas une idée qui surgit du néant. C'est le produit d'une frustration longuement mûrie, d'une opportunité politique entrevue dans la vulnérabilité post-acre des Templiers et du caractère d'un homme qui n'a jamais reculé devant l'option nucléaire quand les options conventionnelles lui semblaient insuffisantes. Le plan est encore flou, les contours encore incertains, mais la décision de fond est prise. Les Templiers vont tomber. Il reste à trouver comment les faire tomber sans que le monde entier se retourne contre lui. Le 13 octobre 1307 est un vendredi. Ce détail a longtemps alimenté la légende selon laquelle c'est de là que vient la superstition du vendredi 13, ce jour porte-malheur ancré dans l'imaginaire occidental. Les historiens débattent encore de cette filiation, et la vérité est probablement plus complexe qu'un simple lien de causalité directe. Mais une chose est certaine, ce vendredi-là, à l'aube, quelque chose se brise en Europe d'une façon qui ne sera jamais réparée. En quelques heures, une organisation qui avait mis 2 siècles à construire sa puissance, ses réseaux, sa réputation d'intouchabilité absolue, s'effondre comme si elle n'avait jamais existé. Et l'homme qui a rendu cela possible n'a pas bougé de Paris. Il a juste signé des lettres. Pour comprendre ce qui rend cette opération extraordinaire, il faut d'abord mesurer ce qu'elle représentait sur le plan logistique et politique. Philippe le Bel ne pouvait pas se contenter d'arrêter quelques dizaines de Templiers à Paris et d'espérer que le reste de l'ordre se dissolve de lui-même. Si l'arrestation n'était pas simultanée et totale, les commanderies averties auraient le temps d'évacuer leurs archives, de cacher leurs trésors, de mettre leurs membres importants en sécurité hors du royaume, et de lancer une contre-offensive diplomatique auprès du pape avant que Philippe ait pu construire son dossier. Il fallait frapper partout en même temps, au même moment, avec suffisamment de force pour qu'aucune résistance ne soit possible, et dans un silence absolu jusqu'au dernier instant. Ce qui vient d'être décrit, c'est une opération d'État d'une complexité que la France du XIVe siècle n'avait jamais tentée. Et Philippe le Bel l'a réussi du premier coup. La préparation avait commencé bien avant l'aube du 13 octobre. Des mois plus tôt, des ordres scellés avaient été rédigés, copiés en centaines d'exemplaires et expédiés discrètement à tous les baillis et sénéchaux du royaume, ces fonctionnaires royaux qui représentaient l'autorité du roi dans chaque région de France. Ces ordres portaient une instruction formelle. Ne pas les ouvrir avant l'aube du vendredi 13 octobre. Garder le sceau intact. Ne parler à personne. Attendre le signal. C'est l'équivalent médiéval d'un ordre de mobilisation classifié, distribué à l'avance pour que l'action soit coordonnée sur tout le territoire sans qu'une seule fuite soit possible. Parce que personne ne sait ce que contient l'enveloppe avant le moment précis où il est autorisé à l'ouvrir. La mécanique de ce secret est en elle-même un chef-d'œuvre d'organisation administrative pour l'époque. Les accusations qui justifient légalement ces arrestations avaient été soigneusement construites sur plusieurs années, alimentées par des témoignages récoltés auprès d'anciens Templiers expulsés de l'ordre pour mauvaise conduite, de débiteurs rancuniers et de quelques agents infiltrés que Guillaume de Nogaret, le bras droit juridique de Philippe, avait placés stratégiquement. Le dossier accumulé était impressionnant dans sa forme, même s'il était creux dans son fond. On accusait les Templiers de nier le Christ lors de leur cérémonie d'initiation secrète, de cracher sur la croix, de pratiquer des baisers obscènes entre frères, d'adorer une idole démoniaque appelée Baphomet, et de permettre la sodomie dans leur rang comme une pratique normale. Ces accusations répondaient à une logique très précise.
Elle visait exactement ce qui rendait les Templiers populaires et respectés, leur dévotion religieuse et leur discipline morale, et les retournait en leur contraire le plus scandaleux. Si vous voulez détruire la réputation d'un ordre de moines soldats, vous les accusez d'être précisément le contraire de ce pourquoi on les vénère. À l'aube du 13 octobre, les sceaux sont brisés simultanément dans tout le royaume. Les baillis lisent les ordres à leurs hommes armés. Et les portes des commanderies templières s'ouvrent de force en même temps, des Pyrénées aux côtes de la Manche, de la Bretagne jusqu'aux frontières avec l'Empire. Les estimations sur le nombre de Templiers arrêtés ce jour-là varient selon les sources, mais on parle de plusieurs centaines de frères sur le seul territoire français, dont Jacques de Molay lui-même, le grand maître de l'ordre, qui se trouvait à Paris et qui, comble de l'ironie, avait été honoré quelques jours plus tôt de tenir un des cordons du poil lors des funérailles de Catherine de Valois, belle-sœur du roi. De l'honneur funèbre au cachot royal en moins d'une semaine. Philippe le Bel savait exactement ce qu'il faisait en maintenant les apparences jusqu'au bout. Ce qui frappe dans les récits contemporains de cette arrestation, c'est l'absence quasi totale de résistance. Des chevaliers qui avaient passé leur vie à combattre, entraînés depuis l'enfance à se battre jusqu'à la mort pour défendre leur foi, se laissent arrêter comme des marchands surpris dans une fraude fiscale. Il y a plusieurs explications à cette passivité sidérante. D'abord, la surprise totale. Personne dans l'ordre n'avait anticipé qu'un roi chrétien oserait lever la main sur des frères placés sous la protection directe du pape. Ensuite, la disproportion des forces. Les baillis royaux se présentaient avec des contingents armés largement supérieurs aux garnisons des commanderies. Et enfin, quelque chose de plus profond et de plus difficile à nommer. Peut-être une démoralisation institutionnelle accumulée depuis la chute d'Acre, un ordre qui avait perdu sa raison d'être guerrière et qui ne savait plus très bien pourquoi il se battrait dans ce contexte. Des combattants sans guerre à mener font de piètres résistants quand la guerre vient les chercher chez eux. Mais l'opération du 13 octobre n'était que la première pièce d'un mécanisme infiniment plus complexe. Arrêter les Templiers était la partie facile. Les condamner légalement, en obtenant les aveux nécessaires pour justifier devant l'Église et l'opinion chrétienne une dissolution de l'ordre, c'était une toute autre affaire. Philippe le Bel avait arrêté des hommes que le pape considérait comme relevant de sa seule juridiction, et il avait agi sans demander l'autorisation pontificale. Clément V, le pape en place, était certes un pape français que Philippe avait contribué à faire élire, installé à Avignon plutôt qu'à Rome. Mais même une marionnette a des cordes qui peuvent casser si on tire trop fort. Dans les semaines qui suivent les arrestations, Clément V proteste officiellement, réclame que les prisonniers lui soient remis, affirme que seul le Saint-Siège a autorité sur les membres d'un ordre religieux. Philippe le Bel répond avec ce mélange de courtoisie formelle et d'intransigeance absolue qui caractérise toute sa diplomatie. Des lettres respectueuses dans la forme, un refus total dans le fond. Pendant que cette joute diplomatique se déroule en surface, dans les caves et les geôles royales de France, Guillaume de Nogaret et ses inquisiteurs travaillent. Ils ont les corps des Templiers. Il leur faut maintenant leurs aveux. Et pour les obtenir, ils disposent de tous les instruments que l'Inquisition médiévale avait patiemment perfectionnés depuis des décennies. Des instruments qui transformaient les certitudes les plus solides en capitulation, et les hommes les plus courageux en témoins contre eux-mêmes. Ce que les cachots royaux allaient produire dans les mois suivants n'est pas la vérité sur les pratiques templières. C'est la vérité dont Philippe le Bel avait besoin pour construire sa justification légale. Et la frontière entre ces deux vérités-là, dans la France du XIVe siècle, était aussi mince que la lame d'un couteau. Il faut s'arrêter un instant ici et poser la question qui dérange vraiment. Philippe le Bel croyait-il sincèrement aux accusations qu'il faisait porter contre les Templiers ? La réponse honnête est qu'on ne peut pas le savoir avec certitude, et que cette incertitude est peut-être la chose la plus révélatrice de toute cette histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que le calendrier des accusations, leur formulation précise, la façon dont elles ciblent exactement les points les plus vulnérables de la réputation templière,
Tout cela porte l'empreinte d'une construction politique délibérée plutôt que d'une conviction religieuse spontanée. Mais Philippe le Bel était aussi un homme profondément pieux selon les critères de son époque. Un roi qui se confessait régulièrement et qui pensait sincèrement agir dans l'intérêt de la foi chrétienne. La vérité la plus inconfortable est peut-être qu'il n'y avait aucune contradiction dans son esprit entre fabriquer des preuves et croire que les accusés méritaient d'être détruits. C'est le genre de logique qui permet de commettre les pires atrocités avec la conscience parfaitement tranquille. Il y a une question que tout le monde se pose en découvrant cette histoire. Une question qui semble simple, mais dont la réponse est profondément troublante. Comment des hommes qui avaient résisté aux armées sarrasines, qui avaient défendu des forteresses pendant des semaines sans eau ni nourriture, qui avaient choisi de vivre et de mourir sous une règle militaire d'une rigueur extrême, comment ces hommes-là se sont-ils effondrés en quelques semaines dans des caves royales françaises? Comment des chevaliers d'élite, entraînés physiquement et mentalement depuis l'enfance à supporter la douleur, la peur et la mort, ont-ils fini par signer des aveux décrivant des cérémonies hérétiques, des adorations de démons et des actes que leur foi condamnait comme les pires abominations possibles? La réponse courte, c'est que la torture médiévale était d'une efficacité que la plupart des gens aujourd'hui sont incapables d'imaginer vraiment. La réponse longue est beaucoup plus sombre que ça. L'Inquisition médiévale, qu'il faut bien distinguer de la version espagnole plus tardive, souvent confondue avec elle, avait développé au fil des décennies un protocole d'interrogatoire dont la sophistication fait froid dans le dos. Ce n'était pas simplement de la brutalité aveugle, des tortionnaires qui frappaient au hasard jusqu'à ce que quelqu'un parle. C'était un système pensé, structuré, avec une logique interne précise. On commençait par l'isolement total, des semaines dans l'obscurité absolue, sans contact humain, sans repère temporel, jusqu'à ce que la limite entre la réalité et la déraison commence à se brouiller. Puis venait la privation de sommeil, l'humiliation systématique, et enfin les instruments physiques proprement dits, la strapade qui désarticulait les épaules, les brodequins qui broyaient les jambes, des dispositifs conçus non pas pour tuer, mais pour produire une souffrance insupportable, tout en maintenant le sujet en état de parler. Les inquisiteurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient des manuels. Mais il y a une dimension psychologique dans cette affaire templière qui dépasse la simple mécanique de la torture physique. Et c'est celle-là qui est la plus révélatrice. Beaucoup de Templiers qui ont avoué n'ont pas seulement cédé à la douleur. Ils ont craqué sous le poids d'une dissonance cognitive insurmontable. Ces hommes avaient consacré leur vie à un ordre qu'ils croyaient juste, saint, protégé par Dieu et par le pape. Soudainement, ils se retrouvaient dans un cachot, accusés de crimes contre cette même foi qu'ils avaient servie, abandonnés par un pape qui protestait mollement depuis Avignon sans envoyer personne les libérer, et soumis à une pression physique et mentale continue. Le sol de leur certitude s'était dissous sous leurs pieds. Et quand le sol disparaît, les gens s'accrochent à ce qu'on leur tend, même si c'est un mensonge, parce qu'un mensonge solide vaut mieux que le vide. Parmi les aveux les plus spectaculaires, ceux de Jacques de Molay lui-même méritent une attention particulière, parce qu'ils illustrent parfaitement la mécanique de ce que Philippe le Bel était en train de construire. Le grand maître de l'ordre, âgé de plus de 60 ans, arrêté à Paris avec plusieurs centaines de ses frères, avoue publiquement en octobre 1307 avoir renié le Christ lors de sa cérémonie d'initiation et avoir craché sur la croix. Il le dit devant des témoins, en détail, avec une précision qui semble authentique. Ces aveux sont immédiatement mis par écrit et diffusés par les agents royaux dans tout le royaume, présentés comme la preuve définitive que les accusations étaient fondées. Le grand maître lui-même l'avait reconnu. Comment nier après ça? Ce que personne ne mentionne dans la diffusion officielle, c'est dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus, et ce que Molay va faire par la suite avec eux. Mais ça, c'est une histoire qu'on réservera pour le prochain chapitre. Les aveux des Templiers présentaient un problème théologique et juridique considérable que Philippe le Bel et ses juristes devaient résoudre avec soin. Selon la doctrine canonique en vigueur, un aveu obtenu sous la torture n'était légalement valable que s'il était confirmé librement par l'accusé, hors de toute contrainte, dans un délai raisonnable, après la fin des séances d'interrogatoire. C'était une protection minimale,
sur le papier du moins, contre les faux aveux extorqués par la violence. Philippe le Bel connaissait cette règle parfaitement, et ses inquisiteurs avaient reçu des instructions précises pour y répondre. On accordait aux prisonniers quelques jours de répit, on les nourrissait un peu mieux, on leur laissait entrevoir la possibilité d'une clémence royale, et puis on leur demandait de confirmer leurs aveux librement. La plupart le faisaient, parce que les quelques jours de répit ne changeaient rien à la réalité de leur situation, et parce que la promesse de clémence était la seule lumière visible dans l'obscurité de leurs cellules. La question des biens templiers se pose évidemment très vite, et sa résolution révèle encore une fois la façon dont Philippe le Bel manipulait le processus à son avantage. Officiellement, les biens saisis lors des arrestations devaient être gérés en séquestre dans l'attente du jugement canonique final sur l'ordre, sous le contrôle théorique des représentants pontificaux. En pratique, les administrateurs royaux nommés pour gérer ces biens en profitaient copieusement, et les frais de garde des prisonniers, d'une générosité royale remarquable selon les comptes présentés, étaient systématiquement imputés sur les revenus des commanderies saisies. L'argent des Templiers payait le coût de leur propre destruction. C'est une ironie qui, j'en suis convaincu, n'échappait pas à Philippe le Bel et qui lui procurait une satisfaction d'une très particulière. Pendant ce temps, dans les provinces, la situation des Templiers arrêtés était loin d'être uniforme. Certains baillis royaux appliquaient les instructions avec une rigueur impitoyable. D'autres, moins convaincus ou plus sensibles aux pressions locales, traitaient leurs prisonniers avec une relative décence. Et dans quelques cas documentés, des Templiers avaient réussi à s'enfuir avant les arrestations, alertés par des sympathisants ou simplement absents de leur commanderie ce jour-là. On estime que plusieurs dizaines de membres de l'ordre ont échappé au filet royal en octobre 1307, certains fuyant vers l'Écosse ou le Portugal, des royaumes où la couronne française n'avait aucune prise. Ces fuites n'ont pas changé le cours de l'histoire, mais elles ont nourri pendant des siècles les légendes sur les trésors cachés des Templiers et les secrets emportés par ceux qui avaient survécu. C'est de là que vient une bonne partie de la mythologie ésotérique qui entoure encore l'ordre aujourd'hui. Il faut aussi parler de ceux qui ont résisté, parce qu'ils existaient et que leur résistance dit quelque chose d'important. Une minorité de Templiers a refusé d'avouer, a nié les accusations avec constance, a supporté des séances de torture répétées sans céder. Certains sont morts sous la question. D'autres ont tenu des mois dans leurs cellules, maintenant leur innocence face aux inquisiteurs qui revenaient régulièrement tenter de les faire fléchir. Ces hommes-là disparaissent en grande partie de l'histoire officielle parce qu'ils ne servaient pas le récit que Philippe le Bel construisait et parce que les chroniques de l'époque étaient pour la plupart rédigées par des clercs qui dépendaient d'une façon ou d'une autre de la faveur royale. Mais leur existence est documentée et elle mérite d'être mentionnée, ne serait-ce que pour rappeler que l'unanimité des aveux qu'on nous présente parfois n'était pas aussi totale qu'on voudrait le croire. Et si vous cherchez le moment où les dés sont vraiment jetés, où il n'y a plus aucun retour possible dans cette affaire, c'est peut-être au printemps 1308 qu'il faut le situer. Clément V, après des mois de protestations molles, accepte finalement de déléguer des représentants pontificaux pour entendre les Templiers eux-mêmes, sans la médiation des inquisiteurs royaux. Plusieurs dizaines de frères se présentent devant les envoyés du pape et rétractent leurs aveux, expliquant dans le détail les conditions sous lesquelles ils avaient été obtenus. C'est une bombe juridique et théologique. Si le pape décide de prendre ces rétractations au sérieux, le dossier de Philippe le Bel s'effondre. Clément V suspend brièvement l'inquisition contre les Templiers et semble sur le point de reprendre le contrôle du processus. Et Philippe le Bel, avec ce sens du moment qui caractérise toute sa carrière politique, décide qu'il est temps de régler définitivement le problème pontifical. Parce que Clément V croit peut-être être le maître de la situation. Il ne l'est pas. Pour comprendre ce que Philippe le Bel a fait à la papauté, il faut d'abord comprendre ce que la papauté représentait en Europe au début du XIVe siècle. Le pape n'était pas simplement le chef spirituel de la chrétienté occidentale. Il était une puissance politique réelle, avec des territoires, des armées, des revenus, une diplomatie et la capacité théorique d'excommunier n'importe quel souverain chrétien, de légitimer des rébellions contre lui, de délier ses sujets de leur serment de fidélité.
Boniface VIII, le pape qui avait précédé Clément V, avait cru pouvoir tenir tête à Philippe le Bel sur la question de la taxation du clergé français. Il avait publié une bulle retentissante, Unam Sanctam, affirmant la suprématie absolue du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Autrement dit, que le pape était au-dessus des rois. Philippe le Bel avait répondu à cette déclaration d'une façon que personne n'avait osé imaginer. Il avait envoyé Guillaume de Nogaret en Italie pour arrêter le pape. L'attentat d'Anagni, en septembre 1303, est l'un des épisodes les plus stupéfiants de toute l'histoire médiévale. Nogaret et ses alliés italiens font irruption dans le palais papal d'Anagni, prennent Boniface VIII par surprise, le séquestrent et, selon certaines sources, le giflent physiquement pour marquer le caractère humiliant de l'opération. Boniface est libéré au bout de 3 jours grâce à la population locale qui se soulève. Mais le coup moral est irréparable. 1 mois plus tard, à Rome, Boniface VIII meurt, brisé selon ses contemporains par ce qu'il venait de subir. L'homme qui avait proclamé la suprématie absolue du pape sur les rois avait été physiquement soumis par un agent du roi de France. Le message que Philippe le Bel envoyait au monde entier était d'une clarté aveuglante. Personne n'était au-dessus de lui, pas même le vicaire du Christ sur terre. Clément V, élu en 1305 après un interrègne compliqué, était un Gascon, donc techniquement un sujet du roi d'Angleterre pour ses terres, mais culturellement et politiquement beaucoup plus proche de la sphère française. Son élection avait été facilitée, pour ne pas dire orchestrée, par Philippe le Bel, qui avait pesé de tout son poids sur le conclave pour obtenir un pape malléable après les turbulences du pontificat de Boniface. Clément V ne s'installe jamais à Rome. Il s'établit en Avignon, ville pontificale enclavée dans le territoire français, et inaugure ce qu'on appelle la papauté avignonnaise, une période de 67 ans pendant laquelle les papes résideront en France, à portée de main du roi et de ses conseillers. C'est Philippe le Bel qui a fait ça. Il a déplacé le siège de la papauté comme on déplace un meuble encombrant. Avec Clément V installé à Avignon et psychologiquement sous pression constante, Philippe le Bel dispose enfin de l'outil pontifical dont il a besoin pour terminer son travail contre les Templiers. Le processus canonique, jusque-là bloqué par les rétractations des prisonniers et les hésitations du pape, reprend avec une nouvelle énergie. Clément V convoque le Concile de Vienne, qui se tient de 1311 à 1312, avec pour point central à l'ordre du jour la question templière. Ce concile est censé être une instance indépendante qui examine les preuves objectivement et décide du sort de l'ordre. En pratique, Philippe le Bel se présente en personne à Vienne avec une escorte armée impressionnante, et sa présence physique dans la ville suffit à rappeler à chaque prélat réuni ce qui était arrivé à Boniface VIII 8 ans plus tôt. Les cardinaux et les évêques ne sont pas des imbéciles. Ils savent lire le rapport de force. Le 2 mars 1312, par la bulle Vox in Excelso, Clément V prononce la dissolution officielle de l'ordre du Temple. Pas une condamnation formelle pour hérésie, ce qui aurait nécessité des preuves juridiquement solides que le dossier ne contenait pas vraiment. Une dissolution administrative, une suppression de l'ordre en tant qu'institution, justifiée par le scandale que les accusations avaient créé et par le fait que l'ordre ne pouvait plus remplir sa mission. C'est une distinction subtile mais cruciale. Les Templiers ne sont pas officiellement déclarés coupables de tout ce dont on les avait accusés. Ils sont dissous parce que leur existence est devenue un problème. C'est l'équivalent médiéval d'une liquidation d'entreprise pour raisons stratégiques, habillée en procédure canonique. Philippe le Bel avait obtenu ce qu'il voulait. Pas la vérité. Le résultat. Les biens templiers posaient un dernier problème, et sa résolution révèle encore une fois le génie manipulateur du roi. Officiellement, les propriétés de l'ordre dissous devaient être transférées aux Hospitaliers, l'autre grand ordre militaire de la croisade, pour être utilisées au service de la foi chrétienne. C'est ce que Clément V avait décrété dans sa bulle Ad Providam. En pratique, dans le royaume de France, ces transferts ont mis des années à se réaliser, et une partie substantielle des revenus générés par les propriétés séquestrées
est resté dans les caisses royales pour couvrir les fameux frais de garde des prisonniers. Les historiens estiment que Philippe le Bel a récupéré une somme significative dans cette opération, mais probablement bien inférieure à ce qu'il avait espéré au départ, ce qui suggère que les trésors légendaires des Templiers étaient peut-être moins considérables qu'on ne l'imaginait, ou qu'ils avaient été mis en sécurité avant les arrestations. Cette frustration partielle n'enlève rien à la victoire politique fondamentale. Et puis, il y a Jacques de Molay. Le grand maître de l'ordre avait traversé 6 ans de captivité depuis son arrestation en octobre 1307. 6 ans de cellules, d'interrogatoires, de pression, pendant lesquels il avait avoué, rétracté, reavoué, dans une oscillation douloureuse qui reflétait l'état d'un homme dont les certitudes avaient été systématiquement broyées. En mars 1314, une commission pontificale se réunit à Paris pour prononcer la sentence finale sur les derniers dirigeants de l'ordre. La sentence attendue était la prison à vie, ce qui pour des hommes de leur âge représentait en pratique quelques années tout au plus dans des conditions d'internement confortables. Molay et ses compagnons devaient l'accepter publiquement, confirmer leurs aveux, et l'affaire serait terminée proprement, sans bûcher, sans martyr, sans éclat qui puisse gêner qui que ce soit. Ce qui se passe ce jour-là, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, est le retournement que personne n'avait anticipé. Devant la foule rassemblée pour entendre la sentence, Jacques de Molay prend la parole et rétracte publiquement tous ses aveux. Il déclare que l'ordre est pur, que les accusations sont fausses, que les aveux ont été arrachés par la torture, et que lui-même, en les signant, avait trahi la vérité par faiblesse. Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie présent à ses côtés, fait de même. C'est un acte de courage insensé, ou de désespoir, de la part d'un homme qui sait exactement ce que cette déclaration va lui coûter. En droit canonique, un hérétique relapse, c'est-à-dire quelqu'un qui revient sur ses aveux de repentir, doit être remis au bras séculier pour être brûlé vif. Molay le savait. Il a parlé quand même. Le soir même, le 18 mars 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay sont brûlés vifs sur l'îlot Juif, un îlot de la Seine en face du jardin royal. Les chroniques rapportent que Molay mourut avec une sérénité remarquable, regardant en direction de Notre-Dame pendant que les flammes montaient, répétant ses prières jusqu'à la fin. Et les mêmes chroniques rapportent qu'avant de mourir, il prononça quelque chose qui allait hanter la mémoire de cette histoire pendant des siècles. Il convoqua devant le tribunal de Dieu, dans l'année, le pape Clément V et le roi Philippe IV de France. Malédiction prononcée par un vieillard agonisant, propagande anti-royale inventée après coup, ou simple coïncidence saisie par une postérité qui cherchait un sens à ce qui allait suivre. Personne ne peut le dire avec certitude. Ce qui est certain, c'est que Clément V mourut en avril 1314, et que Philippe le Bel mourut en novembre de la même année. Philippe le Bel est mort le 29 novembre 1314, à l'âge de 46 ans, 8 mois après avoir regardé brûler Jacques de Molay sur l'îlot Juif. La cause officielle est une chute de cheval lors d'une partie de chasse en forêt de Fontainebleau, suivie d'une fièvre qui a emporté le roi en quelques semaines. Il n'y a aucune raison médicale de chercher autre chose qu'un accident suivi d'une infection, dans un siècle où la médecine ne pouvait pas grand-chose contre ce genre de complications. Mais les contemporains, eux, n'ont pas cherché une explication médicale. Ils avaient déjà leur réponse. Un vieillard avait parlé depuis un bûcher. Il avait cité 2 noms, et les 2 hommes portant ces noms étaient morts dans la même année. Clément V en avril, Philippe IV en novembre. La malédiction de Molay entrait dans la légende avant même que la terre soit retombée sur leur tombe. Mais la mort de Philippe le Bel n'est que le début de ce que les chroniqueurs médiévaux allaient appeler la malédiction des rois maudits, une série d'événements dynastiques d'une improbabilité statistique déconcertante qui allait s'étaler sur 14 années et effacer une lignée royale qui semblait indestructible. Philippe le Bel laissait 3 fils adultes, tous mariés, tous en bonne santé apparente, tous capables de produire des héritiers mâles pour perpétuer la dynastie capétienne directe
qui régnait sur la France depuis 340 ans sans interruption. 3 fils. Une succession qui semblait assurée sur plusieurs générations. Et pourtant, en 1328, 14 ans après le bûcher de Molay, les 3 fils de Philippe le Bel étaient morts. Aucun n'avait laissé d'héritier mâle survivant. Et la lignée capétienne directe s'était éteinte comme une chandelle soufflée par le vent. Le premier à disparaître est Louis X, dit le Hutin, qui succède à son père et règne à peine 18 mois avant de mourir en juin 1316 à 26 ans, laissant une femme enceinte et une fille en bas âge de son premier mariage. Le fils posthume qui l'attendait naît quelques mois plus tard, Jean Ier, qui restera dans les livres d'histoire avec le titre le plus tragique qui soit, roi de France pendant 5 jours. 5 jours. Le nourrisson meurt avant d'avoir compris qu'il avait un royaume, et la France se retrouve sans héritier direct pour la première fois depuis des générations. Le frère de Louis X, Philippe V, prend la couronne et règne 6 ans avant de mourir à son tour en janvier 1322 à 29 ans, sans fils survivant malgré 4 filles. Puis vient Charles IV, le dernier fils de Philippe le Bel, qui règne 6 ans et meurt en février 1328 à 33 ans, sans héritier mâle lui non plus, mettant un point final à une lignée qui croyait régner pour l'éternité. 3 rois en 14 ans. Aucun héritier mâle. Une coïncidence? Peut-être. La mortalité médiévale était brutale, et mourir jeune n'avait rien d'exceptionnel au XIVe siècle, même pour les rois qui disposaient des meilleures conditions de vie disponibles. Mais il y a quelque chose dans la précision de ce calendrier, dans le fait que les 3 fils de Philippe le Bel meurent exactement dans l'ordre et exactement dans la fenêtre temporelle que la malédiction de Molay semblait désigner, qui a frappé l'imagination des contemporains et des historiens depuis lors. Ce qui est certain, au-delà de toute considération sur les malédictions et le surnaturel, c'est que l'extinction de la lignée capétienne directe est une catastrophe dynastique réelle, avec des conséquences politiques réelles qui allaient déchirer l'Europe pendant plus d'un siècle. Parce que la question de qui hérite du trône de France quand il n'y a plus de Capétiens directs va déclencher un conflit d'une ampleur que personne n'avait anticipée. Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle de France, revendique le trône de France en vertu de cette filiation directe. Les pairs de France refusent sa candidature au nom d'une interprétation de la loi salique qui exclut la transmission du droit au trône par les femmes et couronne Philippe VI de Valois, cousin de Philippe le Bel, par la branche masculine. Cette dispute successorale, cet héritage empoisonné de l'extinction capétienne, va allumer la mèche de la guerre de Cent Ans, un conflit qui va ravager la France pendant 116 ans, de 1337 à 1453, faisant des centaines de milliers de morts, détruisant des régions entières et transformant irrémédiablement la carte politique de l'Europe occidentale. Philippe le Bel avait voulu construire un État français fort et unifié. La conséquence indirecte de sa politique, l'extinction de sa propre lignée, allait mettre cet État à feu et à sang pour plus d'un siècle. Il faut s'arrêter ici et poser la question qui donne à cette histoire toute sa profondeur troublante. Si vous cherchez à comprendre les grandes leçons que cette affaire templière porte en elle, l'une des plus importantes n'est pas celle qu'on croit d'habitude. On présente souvent Philippe le Bel comme un vainqueur, et dans le court terme, il l'est indéniablement. Il a détruit l'ordre du Temple, effacé sa dette, contraint le pape à sa volonté et étendu le pouvoir royal français à des niveaux inédits. Mais dans le long terme, chaque victoire qu'il a remportée portait en elle une fragilité cachée. En détruisant les Templiers, il a privé la couronne française du réseau bancaire et financier le plus sophistiqué de son époque, sans avoir préparé de structure de remplacement. En humiliant la papauté et en installant des papes français à Avignon, il a déclenché une crise de légitimité de l'Église qui allait finir par contribuer, un siècle plus tard, au grand schisme et aux prémices de la réforme protestante. Les victoires à court terme construites sur des destructions systématiques tendent à produire des ruines à long terme. Si vous appréciez ce type d'histoire,
Celles qui ne se contentent pas de la surface des événements, mais cherchent les mécanismes profonds qui les expliquent, et qui tirent des fils entre le XIVe siècle et les dynamiques de pouvoir que vous pouvez observer encore aujourd'hui, alors ce canal est fait pour vous. Ce que je prépare sur les prochains sujets suit exactement la même logique. Des hommes et des femmes qui ont changé le monde en utilisant des leviers que la plupart de leurs contemporains ne comprenaient pas, et dont les actions continuent de façonner la réalité que vous habitez sans que vous le sachiez. Le bouton est là, et la prochaine histoire est encore plus étrange que celle-ci. Mais revenons à Philippe le Bel, parce qu'il mérite une dernière réflexion avant qu'on le laisse dans son tombeau de Saint-Denis. Cet homme a réussi quelque chose que la plupart des gens ne réussissent jamais. Il a changé les règles du monde. Il a montré qu'un roi pouvait frapper le pape et survivre. Il a montré qu'une organisation considérée comme intouchable pouvait être détruite si quelqu'un était suffisamment patient, suffisamment froid et suffisamment impitoyable pour construire la justification nécessaire avant d'agir. Il a posé les fondations d'un État centralisé, souverain, qui répondait à une seule autorité et non à un patchwork de pouvoirs concurrents. En ce sens, Philippe le Bel est l'un des architectes de la modernité politique, qu'on le veuille ou non, qu'on l'admire ou qu'on le juge avec horreur. Mais il y a une dernière image que je veux laisser avec vous. Une image qui concentre pour moi toute l'ironie de cette histoire. Les Capétiens directs, la lignée que Philippe le Bel a consacré toute sa vie à renforcer, à protéger, à rendre absolue et incontestable, s'est éteinte précisément parce qu'il avait réussi. En écrasant tous les contre-pouvoirs, en isolant la couronne de toute dépendance extérieure, il avait aussi isolé la monarchie de tous les mécanismes de résilience qui auraient pu lui permettre de traverser une crise dynastique. Un système qui fonctionne uniquement parce qu'un seul homme de génie tient tous les fils est un système qui s'effondre le jour où cet homme disparaît. Philippe le Bel était peut-être le roi le plus puissant que la France capétienne ait jamais produit. Et c'est exactement pour ça que sa mort a tout emporté avec lui. Ce n'est pas la malédiction d'un vieux chevalier sur un bûcher qui a détruit les Capétiens. C'est la logique implacable d'un pouvoir construit sur la destruction de tout ce qui pouvait le limiter et qui, une fois que l'architecte n'était plus là pour le soutenir, n'avait plus rien pour ne pas tomber.